nom est Moussa Bali, je suis le fondateur du groupe hôtelier panafricain Azalaï, qui a vu le jour au Mali en 1993 avec le rachat du Grand Hôtel de Bamako, et qui aujourd'hui est présent dans 8 pays ouest-africains, le Mali, le Burkina Faso, la Guinée-Bissau, le Bénin, la Mauritanie, la Côte d'Ivoire, le Sénégal et la Guinée-Conakry. Et nous avons des projets au Niger et au Maroc. Alors, personnellement, j'ai fait mes bancs au Niger, à Niamey, où je suis né, de parents maliens, qui étaient dans le commerce. Mon père était dans le commerce. Et ensuite, on est revenu au pays, le premier coup d'État militaire en 1968. On est revenu. Et donc, j'ai continué mon cursus vers l'école publique de ITRA 2 jusqu'au lycée technique de Bamako. Et j'ai passé mon bac à Marseille. J'ai eu un bac français, série B, série économique, de son temps. Ensuite, je suis allé faire une école de commerce, une business school aux États-Unis d'Amérique, notamment à San Francisco. Et j'ai passé 10 ans dans les négoces. J'ai travaillé avec la famille, on exportait, on distribuait des produits de grande consommation, des costumes, des cocktails. Et après, c'est là que j'ai décidé de dans l'industrie, parce que l'industrie crée beaucoup de richesses, de valeur et surtout d'emploi. On sait qu'au Mali, aussi bien au Mali qu'en Afrique, le problème c'est que nous n'avons pas suffisamment d'emploi pour les jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Donc, en 1993, j'ai créé la Société malienne de promotion hôtelière. J'ai quitté la société familiale. J'ai soumissionné à l'appel d'offres de privatisation du Grand Hôtel de Bamako, qui n'est pas j'ai lancé. Et on a eu la chance de gagner cet appel d'offres et on a repris le Grand Hôtel de Bamako. On l'a rénové complètement et on a potencié les publics. Alors, pourquoi entreprendre? Parce que c'est le sujet du jour. Moi, je dis toujours, il ne faut pas entreprendre par mimétisme. Il ne faut pas dire parce que vous avez failli d'un entrepreneur, d'un côté d'un entrepreneur, ou de l'autre capitaine d'industrie, moi aussi je vais être entrepreneur. Il ne faut pas dire que je vais être entrepreneur parce que ma mère est entrepreneur, ou mon père est entrepreneur, mon frère est entrepreneur. C'est un métier, donc il faut en avoir la passion, parce que c'est la passion qu'on doit réussir dans le cadre de la vie. Tout ce qu'on fait dans la vie, le moteur, le carburant du moteur, c'est la passion. Donc, toujours aux jeunes qui viennent vers moi, des conférences comme celle de ce matin, je dis faites d'abord votre introspection pour vous assurer que vous voulez entreprendre. Une fois que vous avez fait cela, moi je l'ai fait et je n'ai aucun doute que mon chemin sur cette terre m'a déterminé, c'était de devenir un entrepreneur et de créer des emplois et de la valeur. Ensuite, une fois que vous avez fait, je coupe mon micro. Non, vous pouvez parler. Vous nous entendez? Vous nous entendez, monsieur? Vous pouvez réactiver votre micro, s'il vous plaît? Votre micro est coupé, monsieur. C'est pas destiné à vous. Oui, c'est bon. Merci. Parce que j'ai un retour, effectivement. Oui, oui. Vous pouvez continuer, monsieur. Je continue, ok. Merci. Et donc, je disais que une fois qu'on a eu ça, on a la certitude qu'on est fait pour être entrepreneur, qu'on est bien emprunter ce chemin.
qui est un chemin très long. Comme je vous ai dit, moi, ça fait 40 ans que je suis sur le chemin. Et c'est né d'un but. Il y a beaucoup d'obstacles, de difficultés. On va en parler vite, je crois, avec vos questions. Une fois qu'on a donc plus de entrepreneurs, il faut chercher sa vision. Moi, j'ai cherché ma vision, je l'ai trouvé dans l'industrie du tourisme et de l'hôtellerie, en créant ma première chaîne hôtelière panafricaine en Afrique de l'Ouest. Et ensuite, il faut avoir une stratégie de développement. Donc, personnellement, j'ai passé 10 ans avant de sortir des frontières du Mali à me consolider, à découvrir l'industrie hôtelière que je ne connaissais pas, puisque moi, j'ai pris un diplôme en finance, un diplôme d'études supérieures en finance, donc il y a un financier, pas un hôtelier, mais j'ai appris le métier, enfin, je suis aussi de gérer les hôtels. Donc, ma stratégie, c'était d'abord de consolider avant de sortir du Mali. Donc, je suis sorti du Mali en 2004, donc 10 ans après, je vais aller découvrir les autres pays. Et pour le reste, pour un entrepreneur, pour avoir les bonnes attitudes, les bonnes, comme on dit, les soft skills en anglais, la patience, l'humilité, résilience. Moi, j'ai développé dans une région avec beaucoup d'instabilité politique, des coups d'État dans quasiment tous les pays où nous sommes présents, des rébellions, des activités, mais ça ne nous a pas empêché de grandir, de passer d'un hôtel à 12 hôtels. Il faut être très résilient, il ne faut jamais abandonner. Vous abandonner au premier obstacle, ça veut dire que vous n'êtes pas fait pour être un homme. Il faut croire en soi-même. Lorsque je me suis lancé dans l'hôtellerie, on m'a dit que ce n'était pas fait pour les Africains, c'était trop complexe, la nécessité de sécurité, c'est vrai d'ailleurs. Mais quand on a confiance en soi, on peut tout réaliser. Il faut avoir confiance en soi. Il faut se faire entourer des gens très forts, des personnes compétentes. Moi, je n'ai jamais géré un jour un hôtel. Donc, j'ai toujours fait appel à des grands professionnels qui ont lieu aux hôtels. Leur métier, certains sont métiers. Moi, mon métier, c'était de construire l'hôtel, de chercher les financements, ce que je peux faire, de construire l'hôtel, ce que je peux faire, mais je ne sais pas gérer. Donc, c'est toujours entouré des grands professionnels. L'un des secrets aussi, c'est lorsque vous lancez votre entreprise, si vous n'avez pas la compétence de le gérer, de la gérer du point, il faut faire appel à l'expert entouré du moteur d'analyse si on peut avancer. Et il faut être très, très rigoureux, professionnel, ne pas bloquer sur ses dossiers si on veut aller loin. Et en tant qu'entrepreneur, lorsqu'on commence, il faut avoir une vision, comme je l'ai dit, de grandes ambitions. Voilà, il ne faut pas avoir de petites ambitions, mais il faut commencer petit. Moi, on a commencé à un hôtel de 77 ans, 60 collaborateurs, et petit à petit, on a bâti pour être là où on est. Il ne faut pas être pressé. Quand vous vous lancez, il faut de bon. Moi, je vais être entrepreneur pendant 20, 30, 40, parfois même 50 ans. Et le succès viendra à la fin. Souvent, vous, les jeunes d'aujourd'hui, vous êtes pressés. Vous voulez tout de suite. Merci beaucoup à vous, M. Bali. Comme vous avez dû le remarquer depuis le début de la conférence, nous avons aussi la chance d'accueillir deux autres intervenants, dont l'une qui est une figure de la nouvelle génération de femmes leaders maliennes qui incarnent l'ambition et la créativité en même temps, ainsi que l'engagement au service du rayonnement du Mali. Entre restauration, cosmétique et mode, elle développe des projets innovants et après le succès de son concept de livraison, le CRILS, lancé en 2016, elle ouvre le premier restaurant physique en mi-2025 et elle est également fondatrice de Lié Cosmétiques et de I & Closet. Derrière tout ce succès et cette innovation, nous pourrons ovationner très fort Madame Fatoumata Camara, ici présente.
Puis, des centaines de jeunes Maliens parviennent à mieux s'orienter, à accéder à des études supérieures de qualité et à s'insérer progressivement sur le marché du travail grâce à Success Wave Mali. Cette structure est devenue un acteur clé de l'accompagnement des jeunes face aux défis de l'orientation et de l'employabilité. Cette initiative est portée par Mme Fatoumata Traoré, que je vous demande d'ovationner très bien, s'il vous plaît. Lui est entrepreneur engagé dans l'éducation et l'insertion professionnelle. Aujourd'hui, elle est la preuve vivante de l'efficacité de sa marque capillaire, dont les solutions ont permis à ses propres cheveux de repousser malgré les difficultés. Après un rebranding décisif, elle relance Couronne Cosmétique avec succès et écoute plus de 800 gammes en seulement 3 jours lors d'une vente privée. Avant cela, le projet traverse des obstacles juridiques liés au nom, l'obligeant à se réinventer et à rebondir. Passionnée par les cheveux depuis l'enfance, elle crée déjà ses premières formules avec un premier projet univers qui lui servira d'apprentissage. Son parcours est aussi marqué par plus de 10 ans de combats personnels contre un trouble lié aux cheveux, transformé aujourd'hui en une force de courage et d'engagement. S'il vous plaît, veuillez applaudir pour nous. Nous avons aussi l'honneur d'accueillir M. Sadek Bayi, qui a déjà intervenu un peu et qui nous a un peu parlé de lui. Il est fondateur du groupe Adala Yoden. Il ne le présente plus aujourd'hui et c'est une figure de l'entrepreneuriat du Mali et président et directeur général du groupe Adala Yoden. Merci beaucoup. Alors, moi, je dois vous quitter dans une dizaine de minutes. Ça, c'était l'introduction et un bref aperçu de mon parcours entrepreneurial. Donc, je reste à l'écoute. Si vous avez des questions à poser, des clarifications à demander, je vais attendre. Sur le fait de déclarer. Bonjour, je m'appelle Dibaga Maïsan Fatoumata. Je suis élève de première STMG et ma question se portera un peu plus sur la déclaration des entreprises au Mali.
contrairement à la France, au Mali, ici, quand on déclare une entreprise, elle n'est pas forcément, il n'a pas forcément d'enquête pour savoir si l'entreprise crée des richesses ou pas. Donc, du coup, j'aimerais savoir si cela est un inconvénient pour les entrepreneurs du Mali, puisque s'ils ne créent pas de richesse, comment vont-ils faire pour les impôts? Donc, ma question sera un peu plus du sens politique. Que croyez-vous de cette réglementation qui ne prend pas en compte les enjeux des entrepreneurs? Et vraiment, vous donner la dernière question. Oui, Président, la question était la suivante. Quand on crée une entreprise au Mali d'après la Demoiselle, il n'y a pas la prise en compte de la création de richesse au moment de la déclaration. Et donc, pas de paiement, il n'y a pas de visibilité sur les impôts que ça va générer. Est-ce que c'est un inconvénient, cette réglementation-là? J'essaie de dire un peu avec les mots ce qu'elle a dit. Merci. Vous pouvez peut-être répondre aux questions que vous avez en train de faire. Il y avait une question. Oui. Bon, une dernière question. Il y a une question là-bas. Bonjour, je m'appelle Vatina, élève de seconde. Et ma question est la suivante. Alors, je voulais savoir quelle a été la difficulté, la plus grande difficulté que vous avez eu sur votre chemin et quel conseil vous pourriez donner aux jeunes d'aujourd'hui pour faire face à cette difficulté? Je vais répondre Très maintenant. bien. Merci. Merci beaucoup pour toutes les questions très pertinentes. Alors, est-ce le moment d'entreprendre? Tous les moments sont bons pour entreprendre. Moi, par exemple, quand j'ai décidé de lancer avec les le moment où le Mali sortait dans le nôtre, une rébellion, le mouvement populaire de mars 91 terminé vers le mars 91, les premières élections démocratiques et le pays de l'investissement, aussi bien d'investissement étranger que malien, et il n'y avait pas suffisamment d'hôtels. Il y avait deux hôtels, l'hôtel de Bamako et l'hôtel d'Amitié, qui était géré par l'État, donc c'était très mal géré. Et donc, ça a été une occasion pour moi de me lancer dans cette activité. Donc, pendant les crises, et le Mali venait de sortir d'une très grande crise et des opportunités. Aujourd'hui, il est vrai que la situation économique de notre pays n'est pas du tout brillante avec 15 ans maintenant de crise de vie forme, de crise sécuritaire, crise sanitaire avec Ebola et Covid-19, coup d'État qui ont mis en mal nos institutions, les investisseurs étrangers qui étaient toujours disponibles. Donc, bref, il y a beaucoup de difficultés, des difficultés aussi au niveau du système éducatif. Moi, je suis le fruit de l'école publique malienne. Je suis allé à l'école privée au Mali parce que de mon temps, il n'y avait même pas d'école privée. Donc, le système éducatif est vraiment en très, très mauvais état. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, peut-être que les conditions pour se lancer dans l'entrepreneuriat sont plus complexes et plus difficiles que lorsque nous, on se lançait. Mais il y a toujours des opportunités. La fois où vous avez invité deux jeunes entrepreneurs qui sont dans la salle, qui ont pris des risques, le pari de se lancer et qui sont en train de réussir dans leur domaine. C'est la preuve que même pendant des crises, on peut quand même trouver sa vision et développer sa vision parce que, oui, les crises sont politiques,
elles sont institutionnelles, elles sont sécuritaires, elles sont sanitaires, mais le pays est là, le pays reste toujours là, la population est toujours là, elle va qu'à ses occupations, elle a besoin de consommer, elle a besoin d'aller au restaurant, des conférencières, elle a besoin de faire des cheveux et aller chez une des conférencières. Donc, les besoins économiques sont toujours là. Donc, qui dit besoin économique dit opportunité d'entreprendre et d'investir. Donc, oui, je pense que malgré toutes ces crises et toutes ces difficultés, il y a encore possibilité d'investir dans notre pays. Mais il faut savoir choisir, bien sûr, son domaine et voir des domaines qui sont porteurs, qui ne souffrent pas trop de la crise économique et dans lesquels vous pouvez prospérer. Alors, deuxième question, est-ce que mon diplôme en finance m'a été utile? En fait, c'est moins le diplôme que l'éducation qu'on reçoit. Il ne faut pas apporter trop d'importance au diplôme. Ce qui est important, c'est ce qui est derrière le diplôme. L'école, les éducateurs, l'éducation que vous recevez, la science, la technologie que vous apprenez, tout cela, c'est ça le plus important. D'accord? Moi, je ne suis pas hôtelier, je n'ai pas fait une école d'hôtellerie, pourtant j'ai créé un groupe hôtelier. Voilà. Vous avez de brillants capitaines d'industrie, de brillants entrepreneurs qui ont réussi, qui ne sont jamais allés un seul jour à l'école, ce qu'on appelle, entre guillemets, l'école coloniale, c'est-à-dire l'école qu'on a importée. C'est des gens peut-être qui ont fait des médecins ou qui n'ont pas fait des médecins, mais qui ont fait l'école de la vie et qui sont aujourd'hui à la tête d'empires qui sont sur plusieurs pays en Afrique. Personnellement, je connais, il y en a beaucoup qui viennent du Mali d'ailleurs. Beaucoup de capitaines d'industrie, d'hommes d'affaires brillants au Mali ou de femmes d'affaires brillantes au Mali n'ont pas fait l'école formelle comme moi, par exemple. Je suis allé jusqu'à l'université. Donc, c'est pour ça que quand vous êtes à l'école, vous devez vous concentrer sur vos études parce que c'est la période idéale pour apprendre. Comme je dis toujours, l'école, c'est vous formate votre esprit, développe votre curiosité, votre soif de connaître, de vous développer, de développer le monde et les mystères de la science, de la technologie et des sciences humaines. C'est ça que l'école fait. Maintenant, après, bien sûr, ce processus est sanctionné par un document qu'on appelle diplôme, que ce soit en finance, en informatique ou en autre chose. Mais l'essentiel, c'est vraiment ce que la préparation que l'école vous donne. Et moi, l'école m'a préparé effectivement à devenir non seulement un entrepreneur, mais aussi un citoyen tout court. Un citoyen qui paye ses impôts, un chef de famille, et tout ceci, c'est grâce à cette éducation que mes formateurs m'ont donnée de la première année jusqu'à la dernière année de l'université. Alors, formation spécifique, moi aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a des domaines entiers qui seront. Il faut, surtout vous qui êtes au lycée, vous allez devoir faire des choix pour vos études universitaires. Effectivement, aujourd'hui, l'intelligence artificielle vient bousculer beaucoup de choses. De mon temps, il n'y avait pas l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, ça existe et beaucoup de métiers vont malheureusement disparaître. Donc, il faut que vous vous orientez vers des métiers qui, parce que vous allez sortir de l'université dans 4, 5, 6 ans, je ne sais pas. Et dans 4, 5, 6 ans, le marché du travail va être profondément chamboulé par l'intelligence artificielle. Donc, il faut effectivement peut-être spécialiser votre formation à l'université pour avoir des chances de décrocher un travail ou même de lancer votre entreprise. J'avoue que la quatrième question, je ne l'avais pas bien comprise jusque-là. La dernière question, les difficultés rencontrées. Quand on pose ces questions-là, cette question, je dis toujours que je pourrais écrire tout un livre. D'ailleurs, je suis en train d'écrire un livre sur mon parcours entrepreneurial. Et en 2026, ce livre sera disponible, Inch'Allah, si Dieu me prête vie et santé.
La vie d'un entrepreneur, ce n'est rien d'autre qu'une course d'obstacles. Voilà, difficulté après difficulté. Vous franchissez un obstacle, prochain se présente. Donc, les difficultés sont connues. Hein, c'est le manque de financement, c'est des marchés qui sont fragmentés, c'est des administrations publiques qui ne sont pas pro-business, c'est le niveau très élevé dans nos pays de la corruption, malheureusement. C'est le capital humain, il faut le dire, la jeunesse qui n'a pas la bonne formation adéquate. Vous cherchez un électromécanicien, vous n'en trouvez pas, mais si vous cherchez un gestionnaire RH ou un gestionnaire marketing, vous allez trouver 1000 ou 2000. Donc, il y a une inadéquation entre la formation et les emplois qui sont créés. Mais personnellement, peut-être la difficulté qui a été la plus haute, ça a été une difficulté familiale et sociale. C'est-à-dire que lorsque j'ai décidé de quitter le métier de mon père, de mon grand-père, c'est-à-dire le négoce, et rentrer dans l'hôtellerie, j'ai eu beaucoup de pression de ma famille, de mon entourage pour dire que je ne connaissais pas ce métier, que j'allais me tromper, que j'allais faire faillite, qu'il fallait que je reste dans le négoce, alors que je ne voulais pas du tout rester dans le négoce, parce que je n'avais aucun impact économique et social. Ça a été certainement la plus grande difficulté pour moi, sans compter les autres difficultés. Trouver des terrains pour construire des hôtels, trouver des financements pour financer la construction, trouver le bon capital humain pour gérer les hôtels, faire agréger les projets au niveau des investissements et tout cela. Conseil pour les jeunes, lorsque vous êtes sur le parcours entrepreneurial et que vous avez décidé de vous lancer, ben, sachez que vous allez d'une difficulté à l'autre. Et tous les jours, vous vous levez avec une difficulté, vous essayez de le résoudre et ensuite vous avancez vers la prochaine difficulté. C'est ça la vie d'un entrepreneur. Donc, ne vous découragez pas. Quand vous serez un entrepreneur, ne vous découragez pas. Moi, personnellement, j'ai été failli plusieurs fois. Je me suis relevé. Et comme on dit chez nous, vous tombez 7 fois, il faut relever la 8e fois et continuer. Donc, l'entrepreneur, c'est celui qui a confiance en lui, qui a une vision, qui a une stratégie, qui se fait entourer des bonnes personnes et qui n'abandonne jamais. Voilà, chers enfants, ce que j'avais à vous dire sur ce parcours. Non, parce que, encore une fois, l'Afrique, on doit créer chaque année, et ça c'est des statistiques de la mondiale de la BAD, entre 12 et 15 millions d'emplois sur ce continent. Nous en créons à peine 3 millions. Nous sommes 1,4 milliard d'Africains aujourd'hui, 70% est jeunes, donc vous. Et dans 30 ans, nous serons 2,5 milliards. 70% sera jeune. Et il faut trouver du travail pour ces jeunes-là. Sinon, ils font ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui. Ils vont dans les groupes armés terroristes, où ils essaient d'immigrer en Europe, aux États-Unis. Beaucoup meurent dans le désert ou en mer Méditerranée. Parce qu'il n'y a pas de travail dans nos pays, malheureusement. On n'en fait pas suffisamment. Donc, moi, je vous encourage fortement à faire votre introspection. Et si vous arrivez à la conclusion que vous voulez vous lancer, lancez-vous. Il y a toujours des opportunités pour quelqu'un qui veut se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais il faut avoir ces qualités, l'humilité, la simplicité, la résilience, la confiance en soi, la rigueur professionnelle et l'honnêteté. Merci beaucoup de m'avoir écouté. Je vous souhaite bonne continuation. Il y en aura toujours, quelles que soient les crises, l'économie est là, la population est là, elle consomme, elle a des besoins, et il y aura toujours donc des opportunités de créer sa propre entreprise. Merci, bonne suite et bon courage dans vos études et que Dieu vous garde tous. Merci beaucoup à vous, M. Badi, pour votre intervention et bonne journée à vous. Pour poursuivre maintenant, nous allons laisser l'honneur à nos magnifiques intervenantes de se présenter et de nous parler un peu plus de leur parcours. Bonjour à tous et à tous. Moi, c'est Catherine. Je suis la créatrice
Et aujourd'hui, je suis très ravie d'être parmi vous pour vous partager un peu mon expérience, tout ce que je sais en gros. Merci. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis Fatoumata Youchao Traoré, promotrice de Success Webro, qui est une entreprise de placement universitaire et d'insertion professionnelle qui a été créée à Bamako en 2018. Donc, ça me fait 7 ans dans le domaine de tout ce qui est placement universitaire. Et actuellement, on est aussi représenté dans la sous-région, en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso, au Niger et en Guinée-Conakry qui a malheureusement fermé. Après les discussions, je pourrais mieux vous expliquer comment est-ce que ça s'est passé avec les différents entreprises. Ravi d'être parmi vous aujourd'hui. Bonjour à toutes et à tous. Moi, c'est Kamara Fatoumata. Je suis la directrice générale de Giannis Group SARL et constituée de Brings Bamako, Osez le Retour, Alliance Plantet, Yalek Cosmétique et Sauce Collective. Merci. Aujourd'hui, l'agence féminine est très bien représentée dans l'entrepreneuriat, en tout cas. Pour vous introduire la problématique aujourd'hui, il est essentiel de comprendre que aujourd'hui, en tant que jeunes, nous avons de réelles envies d'entreprendre. Beaucoup d'entre nous se projettent dans la création de projets, d'une activité ou d'une entreprise, mais en même temps, le contexte actuel rend cette projection parfois inquiétante. Au Mali, chaque année, environ 400 000 jeunes intègrent le marché du travail, alors que les emplois salariés restent encore très limités. Parce qu'en réalité, près de 9 emplois sur 10 relèvent du secteur informel, ce qui signifie que la majorité des jeunes qui travaillent sans contrat stable ni réelle protection sociale. En tant que jeune aujourd'hui, cette situation crée un sentiment d'incertitude. Entreprendre devient à la fois une opportunité, mais aussi un risque. Opportunité parce que le marché du travail ne cesse de... Le marché du travail ne peut s'aborder, ne peut absorber tous les jeunes présents sur le marché. Il y a un risque aussi parce que beaucoup manquent de financement, d'accompagnement et d'expérience quand ils se lancent pour créer leur entreprise. Et de plus, le chômage et le sous-emploi touchent particulièrement les jeunes, y compris les diplômés, ce qui montre que le diplôme seul ne garantit pas une insertion dans la vie professionnelle. Donc, malgré toutes ces difficultés, les jeunes ont réussi à entreprendre. Ils ont été confrontés aux mêmes doutes, aux mêmes obstacles, et ont dû trouver des solutions concrètes et durables pour avancer. Et c'est précisément pour cela que cette conférence a du sens, que cette thématique a du sens, et que nous avons de magnifiques, encore une fois, intervenantes qui ont traversé ces mêmes difficultés, ces mêmes obstacles, et qui ont su trouver des solutions afin de pouvoir surmonter tous ces obstacles. Alors, pour commencer le débat, pour introduire avant que les élèves commencent à poser leurs questions, moi, je voudrais poser une question à Madame Fatoumata Kamara pour savoir, en tant que femme, quelles ont été les difficultés que vous avez rencontrées lorsque vous avez décidé d'entreprendre et que vous avez créé votre première entreprise. Alors, merci pour la question. Déjà, je n'aime pas trop quand on dit en tant que femme, en tant qu'homme. Pour moi, homme ou femme, c'est exactement la même chose. Donc, des difficultés que nous rencontrons en tant que femmes, je pense que les hommes ont à peu près les mêmes difficultés aussi. Personnellement, ce qui a été difficile pour moi, c'était le retour au Mali. Moi, je n'ai pas grandi au Mali. J'ai quitté le Mali quand j'avais 13 ans en 2001, après mon DF pour les États-Unis. J'ai fait le lycée à Atlanta, l'université dans le Mali. Et je suis rentrée au Mali pour la première fois en 2011. Ça n'a pas réussi, je suis repartie. Et je suis revenue en 2014. Je suis encore repartie. Et je suis revenue en 2016. J'ai dit, c'est parti-là. Donc, je suis. Voilà. Ça a été le retour qui était aussi. Alors,
quand on ne grandit pas ici, il y a beaucoup de choses qui sont différentes, auxquelles on n'a pas vraiment l'habitude, auxquelles il faut s'adapter, et surtout dans le milieu professionnel. Alors, déjà, tout ce qui est dossier administratif, ce que nous, on a grandi dans un milieu où tu t'en prends le dossier, tu fais ce que tu as à faire et on te donne une date, tu reviens. Une chose dont M. Fadi a parlé pendant son intervention, c'était malheureusement, il y a de la corruption. Donc, on se retrouve dans des situations où un dossier que tu peux avoir en 2 heures, 3 heures, tu te retrouves à 2 semaines, 1 mois en train d'attendre ce dossier-là. Quand même, tu marches dans un bureau et tu demandes, automatiquement, on te dit, et il y a Donc, normalement, quand tu es à Bamako, tu appelles quelqu'un, tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un qui travaille dans ce là-bas, et on te donne un contact, tu vas voir la personne. Alors, moi, je n'étais pas du tout habituée à ça. C'est quelque chose que je ne connaissais pas. Mais maintenant, moi-même, je suis championne. Donc, quand je vais quelque part, je prends une bouteille de Buffett Valley World ou bien de Solar. Les dossiers sortent plus rapidement. Voilà. Beaucoup de difficultés quand il s'agit de l'entreprise. Au fait, tous les jours, c'est un problème. Quand tu te réveilles qu'il n'y a pas de problème là, ça veut dire que quelque chose ne va pas. Il faut que tous les jours, il y ait un problème. En tant que femme, personnellement, je ne dirais pas que j'ai eu un problème spécifique, parce que je suis une femme, non, parce que je ne me suis jamais mise dans cette là où, dans cette mentalité où on devait me laisser rabaisser ou dénigrer parce que je suis une femme. Pour moi, si un homme peut le faire, une femme peut le faire. C'est le même courage, ce sont les mêmes études. La force physique, je ne dirais pas, mais dans l'entrepreneuriat, c'est plutôt la force intellectuelle que la force physique. Voilà. Je ne sais pas si ça répond à la question. Merci beaucoup, Madame Kamara. En effet, les femmes, tout comme les hommes, ont les mêmes difficultés. Et voilà. Alors, y a-t-il des questions pour Madame Fatoumata Traoré? Il n'y a pas de souci, ça va. Pardon. On est deux, on est deux. Voilà. Bonjour, je m'appelle Acha Fana, élève de seconde. J'aimerais vous poser une question assez simple. Comment vous êtes venu l'idée de créer votre entreprise? Alors, déjà, je vais vous poser une question avant de répondre à cette question. Ça va m'amener à la réponse. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Selon vous? C'est créé. OK. J'ai entendu quelqu'un qui a dit c'est créé. OK. Selon vous, c'est quoi l'entrepreneuriat? Toute activité qui permet de créer une activité, ouais, tout projet qui permet de créer une activité économique, quelle que soit la forme. Alors, même si ce n'est pas forcément déclaré, on peut considérer que c'est une entreprise tant que ça crée une activité économique, tant que c'est un projet. Quelqu'un d'autre? Selon moi, entreprendre, c'est créer, innover, pouvoir s'adapter à la situation du pays et faire en quelque sorte, ça dépend de la finalité de l'entreprise, mais en général, c'est créer, innover, selon moi. Je cherche un mot qui je ne l'ai pas encore entendu. Selon moi, une entreprise et l'entreprendre, c'est répondre à un problème. OK. Selon moi, entreprendre, c'est créer et surtout en fait, investir dans des choses qu'on aime.
Voilà le mot que je cherchais. Quelque chose qu'on aime. C'est le mot que je cherche. Au fait, entreprendre, c'est faire ce qu'on aime, générer de l'argent en faisant ce qu'on aime, avoir mal en faisant ce qu'on aime, perdre en faisant ce qu'on aime, gagner en faisant ce qu'on aime, mais surtout ne jamais lâcher parce qu'on est en train de faire ce qu'on aime. Moi, c'est ça le développement. Alors, pourquoi est-ce que j'ai décidé d'entreprendre? J'ai décidé de gagner de l'argent en faisant ce que j'aime. Dans Janice, tout ce qui est représenté, ce sont des choses que j'aime personnellement. Alors, le bébé, le tout premier, c'est Greens, le restaurant. On a 9 ans, ce décembre-là, ça nous fait 9 ans de service. On ne faisait que la livraison. Alors, le restaurant physique a ouvert il y a juste 6 mois, c'était en juillet. Depuis toute petite, j'ai adoré préparer. Quand on partait en vacances à Sévou, je suis de Sévou de père et de mère. Quand on partait pendant des vacances à Sévou et on nous donnait notre argent de poche, les autres achetaient à manger. Moi, j'achetais des, comment on les appelle, des tinemi. Et je m'asseyais devant la porte de ma grand-mère, je les vendais. Ça, c'était mon activité. Donc, je savais que j'aimais vendre et je savais que j'aimais cuisiner. Quand je suis énervée, je rentre dans la cuisine, je reste seule et je commence à cuisiner. Donc, j'ai commencé à entreprendre parce que je voulais faire ce que j'aime faire. Mes diplômes sont en Human Resources et en Project Management. Ce sont mes diplômes. Mais je suis dans la restauration. Je n'ai pas fait d'école d'hôtellerie, je n'ai pas fait d'école de cuisine. Par contre, j'ai fait des formations. Je me suis formée au Nigeria, j'ai fait des formations aux États-Unis, mais je n'ai pas de diplôme. Donc, comme M. Bani le disait, ce n'est pas forcément qu'on va travailler dans le domaine, mais on va l'utiliser tous les jours. Je suis moi-même la directrice des ressources humaines dans mon entreprise. Je fais moi-même les salaires, je fais les impôts, je fais les NPS. C'est important. Une chose avec laquelle il ne faut pas jouer, qui va vous rattraper tôt ou tard, ça je l'ai appris de la manière la plus difficile, c'est Excel. Excel, vous allez l'utiliser tous les jours. Ne jouez pas avec tout, mais Excel surtout. Vous allez être confronté à Excel tout le temps. OK? Donc voilà, j'aime cuisiner, j'aime tout ce qui est beauté de la bouche, j'aime la mode, j'aime l'humanitaire. D'ailleurs, oser le retour fétal, la prise en charge des fonds de maladie obstétricale. Je ne sais pas s'il y a des futurs docteurs ici. Je peux voir les futurs docteurs? Non? Il ne s'agit pas de doctorat, médecine, docteur. D'accord. Donc, vous pouvez faire des recherches après. C'est la prise en charge des femmes malades de fistule obstétricale. La fistule obstétricale, c'est une déchirure, vous êtes des jeunes adultes, donc on peut en parler, de la femme pendant l'accouchement où elle a des incontinences urinaires. C'est-à-dire, vous avez la sensation d'aller aux toilettes, mais ces femmes-là n'ont pas cette sensation. Donc, c'est ainsi, dès qu'elle se lève, le fauteuil, elle n'a pas la sensation. Donc, on fait la prise en charge de ces femmes-là, madame de fistule obstétricale. Et la seule solution, c'est l'opération. Voilà. Il y a des cas où ça devient compliqué, ça devient une cystocèle où la vessie tombe carrément dans le vagin. Donc, il faut vraiment opérer, mettre des prothèses, remettre la vessie en place pour que les femmes. Des fois, il faut 2, 3 cas d'opération. Voilà. Donc, j'ai décidé d'entreprendre parce que je voulais faire ce que j'aimais faire toute la vie. Parce que quand vous faites ce que vous aimez faire, vous n'allez pas lâcher. Même si ça fait mal, même si vous échouez, vous allez avoir une solution. Vous allez trouver un moyen de vous relever parce que c'est ce que vous aimez faire. Alors, le mot-clé de l'entrepreneuriat, c'est faire ce que vous aimez faire. Alors maintenant, moi j'aimerais poser une question à Madame Fatoumata Traoré. C'est de savoir comment est-ce que vous êtes passé d'une idée
à la réalisation de votre projet, par quelles étapes est-ce que vous êtes passé et les difficultés que vous avez rencontrées forcément, et parlez-nous des étapes en détail, de comment vous êtes passé de... Pardon. Ok, je suis Fatoumata Traoré, la productrice de Success Free. Mon parcours, il a commencé comme vous. J'ai fait mon cycle au Mali, à l'établissement Les Castors. Après le DF, je suis allée aux États-Unis. Entre parenthèses, j'ai fait les castors. Ah, c'est vrai? La deuxième promotion. Ah, c'est vrai? Je ne savais pas. Alors, après l'obtention de mon DF, je suis allée aux États-Unis pour un programme d'échange. Donc, j'ai fait 1 an au Texas. Et après, je suis retournée au Mali pour composer pour le baccalauréat. Et après l'obtention du bac, je suis allée en Turquie pour un programme de bachelor en business administration. Donc, le diplôme que j'ai eu à obtenir est un peu en rapport avec ce que je suis en train de faire actuellement parce que le programme de bachelor en business administration forme sur tout ce qui est entrepreneuriat, leadership, prise de parole en public, etc. Donc, on apprend beaucoup de bases sur l'entrepreneuriat pendant qu'on est à l'université. Et j'ai terminé mon programme en juin 2017, je pense. Et 1 mois après, j'ai plié bagage pour venir au Mali. Parce que moi, je savais exactement ce que je voulais. C'était peut-être pas au lycée, parce que au lycée, j'étais un peu incertaine sur la filière que je devrais faire. Mais quand je suis allée à l'université, mes parents ne voulaient pas forcément que je sois entrepreneur. Mon père voulait que je sois ingénieur en computer science. Et moi, je ne voulais pas du tout faire de l'informatique ou autre chose. Donc, j'ai changé, j'ai suivi la trajectoire d'économie et arrivé à l'université, j'ai fait un bachelor en business administration. Donc, je savais quand même que je voulais être entrepreneur, mais je ne savais pas exactement dans quoi. Donc, quand je suis retournée au Mali, j'ai travaillé sur beaucoup de projets, je peux vous rassurer, beaucoup. Chaque jour, Madame Lévia, elle est enthousiaste, j'ai eu une idée, je travaille sur l'idée, 1 mois après, ça tombe à l'eau. Je travaille sur une autre idée, 2 mois après, ça ne marche pas. Et ça faisait que je ne voulais même plus me confier aux parents sur les types de projets que je voulais faire. Parce que tous les jours, tu parles d'un projet, 1 mois, 2 mois après, ça ne marche pas. Et mes parents étant entrepreneurs, comme je l'ai dit, ne voulaient pas forcément que je sois entrepreneur parce qu'ils se disaient que je n'étais pas forcément prête pour tous ces défis que je devais relever au quotidien. Donc, finalement, c'était un gros dilemme à la maison. Ils ne voulaient pas me voir à la maison. On se dit, mais comment tu vas aller faire tes études, tu reviens et tu es juste là, tu ne fais rien. Donc, de commun accord avec mon papa, je suis allée travailler dans une ONG qui s'appelle Akakan. J'ai eu un stage de 6 mois à Agakan Foundation. Donc, j'étais là-bas dans le grant management, tout ce qui est gestion des fonds que l'ONG doit attribuer aux différents projets. Donc, j'ai travaillé là-bas, mais au bout de 3 mois, j'étais juste exténuée. Je n'en pouvais plus. Je me réveillais le matin, j'étais vraiment fatiguée, j'étais pas du tout de bonne humeur, parce que c'était un rythme qui ne me convenait absolument pas. Donc, je me suis réveillée, j'ai dit, écoutez, moi, je démissionne, je ne veux pas rester là, c'est pas mon environnement, je ne suis pas productive. Et je n'aimais pas qu'on me dise quoi faire. Je n'aimais pas du tout les directives parce que j'ai ma personnalité à moi. Donc, le fait de dire fais ci, fais ça, ça limitait un peu mes idées dans ma tête. Donc, je me suis dit que non, ça ne me convient pas. Et quand j'ai démissionné, franchement, c'était la guerre à la maison. Mon papa, il m'a dit, OK, soit tu retournes faire le boulot, soit tu viens travailler dans mon entreprise, soit tu sors de chez moi. C'était clair, en fait. On ne voulait pas m'entendre parler de projet. Donc, je faisais semblant de retourner au lieu de stage. Je prenais mon ordinateur. Chaque matin, je partais à Total Café. Bonjour Café, je m'asseyais et puis je travaillais sur mon projet. En ce moment, vu que j'avais accumulé beaucoup d'échecs sur les différents projets que je voulais entamer, je me suis dit, il faut que je passe l'entrepreneuriat, mais surtout dans quelque chose qui me passionne, comme ma soeur vient de le dire. Et là, j'ai vu que j'étais bien dans tout ce qui était coaching, orientation, parce que depuis le lycée, j'ai aidé mes amis à faire les procédures d'autres universités. Quand j'étais à l'université aussi, mes tantes m'approchaient pour mes cousins, cousines, etc., pour les procédures pour aller en Turquie.
Donc, je me suis dit, OK, j'ai regardé d'abord le marché, je me suis posé les bonnes questions. Généralement, au Mali, après le bac, je ne sais pas comment ça se passe chez vous, mais peu d'universités, de lycées offrent vraiment un programme de coaching et d'orientation après bac. Donc, ça fait que tu dois poser des questions à des tantes, des oncles, sur quel pays déjà tu devrais choisir pour des études universitaires, quelle filière. Et je ne voyais pas réellement un service qui proposait cela au Mali. Donc, je me suis dit, OK, au lieu que ce soit dans l'informel, pourquoi ne pas créer une entreprise spécialisée dans tout ce qui est conseil et orientation et aussi envoyer les enfants à l'étranger, surtout dans de très bonnes conditions. Donc, quand tu arrives, tu as quelqu'un qui est là pour t'orienter, pour t'installer, question de logement. Tu as vraiment quelqu'un qui est là de A à Z parce que nous aussi, quand on avait obtenu le bac, qu'on était parti, il y avait beaucoup de paramètres qui n'étaient pas couverts. Donc, j'ai réfléchi sur la question et je voyais qu'il y avait un réel potentiel et surtout, c'était quelque chose qui me passionnait. Donc, j'ai tout monté sans en parler aux parents, bien évidemment, parce que je ne voulais pas qu'ils soient pessimistes sur la question. J'ai organisé, j'ai travaillé sur le projet, j'ai fait un bon business plan. Et surtout, par ailleurs, je voudrais vous parler du fait que vous ne devez pas forcément commencer avec beaucoup d'argent. Donc, moi, pour ma part, je n'étais pas réellement pour tout ce qui est financement, chercher de l'argent à la banque. Non. Je me disais que c'est un projet qui n'avait pas forcément besoin de beaucoup de fonds. Donc, j'avais besoin d'un bureau et j'avais besoin peut-être d'une assistante ou sinon même pas. Et le reste allait se faire avec mon niveau de compétence et surtout la confiance que les gens allaient m'accorder. Donc, je faisais des petites prestations de services ici et là et j'ai pu rassembler de l'argent. Et vu que j'avais étudié en Turquie et que je parle turc, c'était plus facile pour moi de discuter avec les universités turques. Donc, j'ai discuté avec quelques universités. 2 universités ont accepté de me financer. Et je me rappelle exactement du montant qu'on m'avait envoyé. La première université m'a donné $1 000 et l'autre université, je pense, c'était $1 500. Donc, j'avais 2 500 au total que j'ai pu rassembler, qui faisait à peu près 1 200 000 francs à 1 300 000. Avec ça, j'ai rencontré quelqu'un qui cherchait un bureau. On a pris un bureau. J'ai pris et j'ai rien dit à personne. J'ai pris voilà, le nécessaire, l'ordinateur, imprimante, 2 chaises, et c'est tout. Donc, le jour de l'ouverture, un jour avant l'ouverture, j'en ai en parlé avec ma mère. Et entre-temps, mon papa, il ne me parlait pas parce qu'il était allé à l'ONG. On lui avait dit que ta fille n'est jamais retournée ici. Donc, il ne me parlait pas. Il était aux États-Unis. J'en ai profité pour faire le lancement. Et c'est sur Facebook qu'il a vu que j'ai fait le lancement. Donc, il m'a appelé, mais qu'est-ce que tu fais encore? J'ai dit, je ne sais pas, il faut juste prier pour moi, je n'ai pas d'explication à donner. Et ma mère aussi, elle a appris un jour à l'avance. Donc, ils sont venus, ils ont dit, OK, on espère que tout va bien se passer pour toi. Maintenant, sur ma projection financière, ce qui est aussi important, c'est de faire une vraie projection financière avant de s'y lancer. On ne se lance pas en se disant, OK, je vais juste me lancer, on verra ce que ça va donner. Non. Je savais exactement combien est-ce que j'allais dépenser pour mes charges, c'est-à-dire le bureau, à combien est-ce que je paye. J'avais une assistante qui avait commencé avec moi et tout ce qui est support marketing, activités commerciales, etc. Combien est-ce que ça allait me coûter? Donc, j'ai fait une projection sur 10 mois, faire les calculs des dépenses, combien est-ce que ça va coûter. Et maintenant, pour pouvoir couvrir cela, combien est-ce que je devrais générer pour pouvoir être profitable? Donc, sur mes projections, je savais que j'avais besoin de 10 étudiants pour pouvoir tenir avec les dépenses. Et la première année, on a eu jusqu'à 25 étudiants. Donc, je me suis dit que, voilà. Avec les 25 étudiants, c'était largement suffisant et c'était une projection que je m'étais faite. Donc, dans ma tête, si j'arrivais à avoir plus de 10 élèves, je garde le projet. Si ça ne marchait pas, j'allais totalement fermer et peut-être me réorienter sur autre chose. Donc, vu qu'on a pu avoir les 25 étudiants, je me suis dit, OK, ça va, on va continuer. La deuxième année, on est allé encore, je pense, jusqu'à 50 étudiants. Après la deuxième année, on a eu jusqu'à 70 étudiants. Mais la troisième année, on est encore allé en faillite parce que ça a coïncidé avec la crise de Covid-19. Et en ce moment, on opérait beaucoup sur la Chine. Donc, j'avais plus de 70 étudiants qui partaient en Chine. Le premier groupe qui est parti, pendant que le deuxième groupe s'apprêtait à partir, voilà, on entend crise de Covid-19, surtout en Chine. Les frontières étaient fermées, c'était chaotique. Les parents sont venus, notre enfant ne part plus en Chine, rembourser l'argent, c'était cela. Et j'avais beaucoup d'employés que j'étais obligée de mettre au chômage partir.
Donc là, c'est une grosse dépression qui vient parce que tu te vois, tu es sur un élan et tu es obligé de tout passer. J'ai mis les employés en chômage partiel, j'ai complètement fermé le bureau pendant 4 mois, 5 mois. Et on s'est retrouvés, je pense, peut-être, il y avait 200 000 francs sur le compte. Vraiment à ce niveau, quoi. Tout a été remboursé ici et là et tout a fermé. Et j'étais là, je réfléchissais sérieusement sur la question. Est-ce que je vais encore être entrepreneur? Est-ce que je ne vais pas chercher du travail ailleurs? Et j'y ai sérieusement pensé, j'ai fait mon CV, je me suis dit, OK, maybe je peux juste aller travailler dans une banque ou quelque chose du genre. Mais après, je me suis dit, non, c'est trop facile d'abandonner. On va regarder d'abord la situation de Covid et voir ce que ça va donner. 4 mois, 5 mois après, les frontières ont commencé à réouvrir dans différents pays, notamment au Canada. Donc là, en ce moment, on fait des recherches et je me suis lancée sur le volet du Canada. On a commencé à faire la communication petit à petit. Ce mois-ci, on a eu peut-être 2 ou 3 personnes et progressivement, on est allé peut-être à 15 étudiants. Les 15 étudiants étaient largement suffisants pour qu'au moins le bureau puisse ouvrir et qu'au moins on puisse avoir une seule assistante qui travaille dans le bureau. Et alhamdoulilah, par la grâce de Dieu, à partir de fin 2019, on va dire fin 2020, donc Covid avait totalement commencé à disparaître. Et 2021, les activités ont repris de plus belle, on a eu beaucoup d'étudiants et aujourd'hui, on fait près de 250 étudiants par an. Donc, et on a aussi ouvert dans d'autres pays, voilà, comme je vous l'avais dit, à Ouagadougou d'abord, qui était la première filiale. Ensuite, la deuxième filiale a été créée à Niamey. Et la troisième filiale à Abidjan et quatrième filiale à Conakry. Mais malheureusement, Conakry, on a dû fermer pour des raisons de gestion. Donc, ça fait que le chemin, il était quand même plein d'embûches. Ça fait que on a eu tantôt des étudiants et après, on est allé en famille. Mais ça m'a quand même pas découragée. Je me suis dit que tant que j'ai la passion pour ce que je fais et tant que j'ai la confiance des clients, je peux toujours persévérer. Donc, aujourd'hui, on se positionne comme leader sur le domaine. Mais c'est surtout grâce à beaucoup, beaucoup de courage et de bons employés qui travaillent avec moi parce que moi, j'ai vraiment cette réputation-là d'avoir une très bonne relation avec mes employés. On est comme de la famille, comme une petite famille parce qu'ils se sentent à l'aise avec moi. C'est un environnement qui est beaucoup plus stimulant pour les employés. Il n'y a pas de pression. Chacun sait ce qu'il a à faire et puis voilà, tant que tu te tiens aux règles, tout se passe bien. Donc, c'est comme ça que j'ai pu quand même transformer l'idée en entreprise. Et encore, on a d'autres visions sur le long terme. Donc, tant que tu prends ton projet et que tu sais que tu as la capacité de tenir, je pense que le reste, ça vient tout naturellement. Merci beaucoup, Madame Traoré. C'est un excellent parcours qui illustre franchement ce passage d'unité avec énormément de difficultés auxquelles vous avez eu à faire face. Aujourd'hui, votre projet est là, Successway est là et présent dans plusieurs pays. À présent, nous allons poser une dernière question à Madame Bintouta. Avant de vous passer la parole, chers élèves, pour poser les questions. Alors, pour vous, notre question, ça sera comment avez-vous fait pour adopter votre marque Couronne, qui est une marque, en tout cas, Made in Mali, dans un contexte où le marché est déjà saturé de beaucoup de marques cosmétiques? Quelle innovation avez-vous apporté pour démarquer les autres, etc. Alors, tout d'abord, je vais commencer par dire que moi, je ne pense pas que le marché est saturé. Le marché, il n'est jamais saturé. Parce qu'il faut comprendre que, certes, il y a énormément de marques de produits cosmétiques, notamment les produits capillaires au Mali, mais je n'avais pas trouvé de marque, en fait, à la hauteur de ce que je voulais proposer. Parce que moi, j'avais comme référence des marques, par exemple, comme Miel Organique, comme Camille Rose. Et j'ai jamais vu de marque de produits capillaires ici au Mali qui ressemblait à ces marques-là. Et donc, je me suis dit que je serais cette marque-là. Quand je vais créer cette marque-là, on avait déjà Couronne. Il faut savoir que moi, j'ai pas, comment dire, un long parcours avec le projet. Ça fait seulement 1 an. Le projet a eu 1 an le 3 décembre. Mais il y a eu énormément de recherches derrière. Voilà. Donc, ce que excusez-moi.
Non, elle est petite, elle est comme vous. C'est une grande entrepreneur. Du coup, je disais que je ne trouvais pas de marque à la hauteur de ce que moi je voulais proposer. Donc, je n'ai pas considéré que le marché était saturé et je suis venue avec ce que je voulais proposer. Voilà, j'ai fait des recherches, j'ai innové des formules et je me suis beaucoup plus basée sur le packaging parce que les marques capillaires ici au Mali en général, lorsqu'on les voit, c'est pas très attirant. C'est pas pour dénigrer la concurrence, mais c'est une réalité qui est là. Donc, j'ai voulu créer une différence à ce niveau-là. Et donc, voilà. Et c'est comme ça que c'est parti. Après, il faut comprendre aussi que, en termes de marque de produits capillaires ici au Mali, déjà, moi, personnellement, pour trouver même une formatrice, j'ai beaucoup galéré. Donc, j'ai compris qu'il y avait un manque de connaissance du type de cheveux africains. Les gens étaient beaucoup plus axés sur les produits comme les défrisants, les texturisants, etc. Et même les produits qu'on achetait souvent dans les luxe beauté ou dans certaines boutiques, par exemple, comme Amina Beauté, dans l'ACI 2000, c'était des produits en général importés. Et les produits locaux, c'était pas très adapté aux cheveux africains. C'est-à-dire, même dans les salons et tout, quand vous partez pour faire du sport, on n'est pas tout le temps satisfait. Vu que les produits qu'on utilise sur nos cheveux, ce pas des produits qui sont adaptés, ils n'ont pas la bonne connaissance de nos cheveux. Moi, une fois, je me rappelle, ça m'est arrivé d'aller dans un luxe beauté pour acheter les produits. Et la dame en face de moi, je lui ai demandé de me proposer des produits par rapport aux différents problèmes que j'avais. En ce moment, il n'y avait pas la marque Couronne, bien sûr. Et donc, en face de moi, enfin, moi, j'avais certaines connaissances par rapport aux cheveux afro, mais je me disais que, bon, elle, vu qu'elle est déjà dans une boutique, elle sait en fait ce qu'elle vend. Et la dame, elle m'a vraiment raconté du charabia. Franchement, je ne comprenais rien à ce qu'elle racontait. Je savais qu'il n'y avait pas de cohérence, en fait. Elle voulait juste que j'achète. Et donc, moi, j'ai voulu amener une différence à ce niveau aussi, vraiment orienter mes clients, essayer de les écouter, de les comprendre, de leur donner les meilleurs conseils possibles par rapport à leurs cheveux, parce que je sais que le service ici n'est pas très développé. Les gens n'ont pas cette connaissance des cheveux afro. En fait, ils ont pas. La plupart des gens qui vendent, enfin, je dirais que sans précaution, je suis la seule à avoir fait des formations en tricologie avant de me lancer dans le domaine, parce que j'ai eu à discuter avec beaucoup de personnes qui évoluent dans le domaine et la plupart n'ont pas de formation en tricologie, c'est juste des petites formations en cosmétique par-ci par-là. Et moi, je pense que la formation en cosmétique ne suffit pas à elle seule ne suffit pas à une personne de créer une marque de produits capillaires. Parce que la cosmétique, ça vous apprend juste à formuler. Ça vous apprend juste à formuler des produits, en fait, des crèmes, des shampoings, des gels douches, etc. Mais quel ingrédient il faut utiliser dans les produits, c'est la tricologie qui peut vous amener à comprendre ça. Parce que la tricologie, pour ceux qui ne savent pas, c'est la science des cheveux. Donc, comprendre la structure des cheveux, comment sont composés les cheveux, comment est-ce qu'ils poussent, qu'est-ce qui les nourrit à l'intérieur, ça vous permet vraiment de comprendre le monde des cheveux, pourquoi est-ce que les cheveux afro ne poussent pas, pourquoi est-ce qu'ils sont casses, pourquoi est-ce qu'ils sont comme ceci, comme cela. Et c'est à travers ça que vous pouvez, comme j'ai pu comprendre vraiment les ingrédients que je devais utiliser dans les produits, dont l'hibiscus, parce que j'ai fait énormément de recherches pour ceux qui ne savent pas. La gamme qu'on propose chez Couronne, c'est la gamme hibiscus. Donc, c'est à travers mes formations, enfin, après mes formations en tricologie, que j'ai détecté certains problèmes qui pouvaient être solutionnés par l'hibiscus, justement. Et donc, c'est pour ça que j'ai décidé de faire une gamme à base d'hibiscus. Et voilà, donc moi, je pense que j'ai apporté pas mal d'innovations dans ce domaine, notamment avec les accompagnements qu'on fait avec nos clients et aussi les formules de nos produits, le packaging, la communication et tout ce qui va avec. Merci beaucoup à vous, madame, d'avoir rappelé non seulement le premier facteur qu'il faut prendre en compte lorsqu'on crée une entreprise, c'est déjà d'innover et d'apporter quelque chose qui manque dans les entreprises déjà présentes sur le secteur. Et voilà. Donc, y aurait-il des questions dans la salle? Des personnes qui auraient... Bonjour, je m'appelle Madame Magasouba, je suis parent d'élèves. Ma question, d'abord, avant tout, félicitations aux organisateurs, aux conférenciers. Et ma question s'adresse à Maman de Jamila. Je voudrais savoir pourquoi oser le retour. Est-ce que vous pouvez juste développer pour nos enfants ce que ça veut dire oser le retour?
Parce que de plus en plus, nos enfants partent avec des idées, surtout ceux qui sont scientifiques, à des métiers qui ne sont pas forcément au Mali. Et généralement, beaucoup n'arrivent pas à retourner, restent sur place sans savoir ce que ça veut poser le retour. Et je comprends que l'enracinement aujourd'hui, c'est de revenir chez soi, créer ou bien travailler ce qu'on a appris dehors pour son pays. Merci beaucoup. Alors, merci Madame Magasupa Awatila. Pour répondre à la question pourquoi oser le retour et c'est quoi même déjà oser le retour? Alors, je pense que la plupart d'entre nous, ou 95% sont maliens, ou de père ou de mère. Le Mali, ce n'est pas nous, ce n'est plus nous. Parce que j'ai 39 ans quand même aujourd'hui. Donc, le Mali, c'est vous. Nos parents ne sont plus le Mali. Nos parents ont fait ce qu'ils devaient faire. Ils nous ont éduqués, ils nous ont appris, ils nous ont donné non seulement l'éducation scolaire, mais l'éducation familiale aussi. Donc, eux, ils sont passés. Nous, on peut dire qu'on tend vers la fin. Et la nouvelle génération, c'est vous. Si nous décidons tous de partir, qui va construire le Mali? Peu importe ce qui se passe, le retour, c'est le Mali. On est d'accord? Pourquoi je ne veux pas revenir au Mali, mais je dis oser le retour, c'est parce qu'il faut vraiment oser. Surtout quand on a la chance d'avoir tout ce qu'on veut ailleurs, dans de meilleures conditions. Donc, on décide quand même de tout laisser pour revenir. C'est pour ça que je dis oser le retour. Alors, quand j'étais aux États-Unis, je travaillais. J'étais assistante des ressources humaines chez Sears. J'enseignais aussi. J'ai enseigné le middle school et elementary school. Le middle school, je pense que c'est le second cycle ici. Voilà. J'enseignais. Donc, j'avais toutes les chances, toutes les occasions de rester. Et j'ai quand même dit, OK, c'est que la moitié de ma vie est aux États-Unis. Mais j'ai quand même décidé de venir. J'ai dit, OK, il faut que moi aussi, je fasse un plus, que moi aussi, j'ajoute quelque chose, ma part, et que j'incite d'autres personnes à venir. Donc, nous sommes beaucoup d'oseurs de retour, avec minimum, ce que je connais, on a minimum at least 25 personnes dans notre équipe. Donc, je pense que 25 personnes, ce n'est pas petit, c'est beaucoup. Quand je suis venue, pour la petite histoire, quand elle m'a dit que son père ne lui parlait pas, j'ai un peu pensé à mon histoire. Par contre, mon cas n'était pas automatiquement ça. Mon père a toujours voulu que, voilà, tu vas travailler, tu as ton diplôme, tu vas dans un bureau. Donc, quand je suis venue, j'ai travaillé pour le système des Nations Unies. J'ai travaillé pour UNMAS, le service de lutte anti-mine des Nations Unies. Et quand j'ai démissionné, on me disait, mais, et c'est dans la télé, les Nations Unies prennent le groupe là. Dans les chefferies. Ouais, c'est exactement ce qu'on disait. Alors que, comme elle a dit, en fait, c'était pas moi. C'était comme si j'étais dans une case. Donc, j'ai dit, OK, ce que papa et maman voulaient, je l'ai fait. Maintenant, je veux faire ce que moi, j'ai envie de faire. Donc, j'ai démissionné. Pas automatiquement, j'ai été débauchée des Nations Unies par Albatros Énergie, qui est la centrale thermique à Taille. Donc, j'ai travaillé là-bas comme office manager. Et après, j'ai dit, non, tout ça la même chose. Parce que pendant mes vacances, je passais plus de... Je n'avais même pas de vacances, parce que pendant mes vacances, je travaillais sur moi-même. Je faisais l'entrepreneuriat. Et je gagnais au minimum 4 fois mon salaire pendant un mois. Le salaire que je le gagnais 4 fois pendant mes vacances. Donc, une chose par contre que M. Bali a dit, il dit qu'il a engagé des professionnels. Moi, c'est tout le contraire. Moi, je n'ai jamais engagé de professionnel. Ça va étonner beaucoup de personnes. Je fais partie de ce genre-là qui se disent, tout le monde veut des professionnels. OK?
Maintenant, ceux qui sont en train d'étudier pour devenir ceux dont moi j'ai besoin, ceux qui ont fait des formations pour devenir ça, si tout le monde refuse de les engager et tout le monde veut des professionnels, comment est-ce que ça va se passer? Qui va les engager? Comment est-ce qu'ils vont avoir cette expérience-là dans le travail? Donc, moi, mon équipe est basée de personnes qui n'étaient pas. J'ai la même équipe depuis 9 ans, alhamdoulilah. Il y a des gens qui se sont ajoutés, mais il n'y a personne qui est parti. Il y a une personne qui est partie, mais ça, c'était pour la bonne cause. Elle est partie étudier. Et elle est revenue à travail aujourd'hui pour une grande entreprise. Voilà. Donc, il faut oser parce que tôt ou tard, que Dieu nous en garde, si on ne vient pas sur nos deux pieds, on va devenir couché. Même si quelque chose nous arrive, c'est au Mali qu'on va envoyer notre corps. C'est le Mali qu'on doit développer. Et ce Mali-là, c'est vous. Ce Mali, ce n'est plus nous, en tant qu'Africains. Ce Mali, c'est vous, les jeunes de moins de 18 ans. Face à l'intelligence artificielle, face à tout ce qui se passe dans le futur, je pense qu'il faut oser. Eux, ils sont déjà développés. Certains pays sont à 10 ans sur nous. Donc, on est 1% de ce qu'on peut ajouter là-bas, alors qu'on est 99% de ce qu'on peut amener ici. Donc, voilà pourquoi on développe. Merci beaucoup à vous de nous rappeler, même si on va dans d'autres pays pour faire nos études, de ne jamais oublier nos racines et de revenir ici pour contribuer justement à la prospérité de notre pays et à ce que le pays avance. Nous allons prendre une série de questions dans la salle afin que vous puissiez répondre à un maximum de questions. On va commencer par ici. Bonjour, je m'appelle Marie Fanta, je suis en classe de seconde lycée. Ma question, c'est comment gérez-vous plusieurs entreprises à la fois sans perdre en qualité ni en vision? Et ma question, c'est pour Fatoumata Katana. Alors, merci pour la question. Bonjour, je suis Magaxima Catidation en classe de terminale D. Et j'aurais une question pour la directrice de Successway. Du coup, quels sont les conseils que vous pourriez donner aux futurs entrepreneurs au sujet des crises humanitaires, comme par exemple le Covid-19? Et pensez-vous que vous êtes prête à résister aux prochaines crises s'il y en a une nouvelle maladie, une nouvelle épidémie qui va encore fermer les frontières du monde? Merci. Bonjour, je suis la personne qui là, je vous remercie. Et ma question, j'aurais pour Madame Fangé. Étant donné que votre entreprise se base sur les liens internationaux, quel a été le plus grand obstacle que vous avez fait face par rapport aux relations entre votre entreprise et les autres universités à l'international? Je n'ai pas saisi la question en français. Quel a été le plus grand obstacle que vous avez fait face? Le grand obstacle. Oui. Et que vous avez fait face par rapport aux relations entre les autres universités à l'international? Ma question, j'ai deux questions. Une pour Madame Fatoumata Fangé et puis une pour Madame Boutoutal. Ma première question est pour Madame Fatoumata Fangé. Je voulais savoir quels ont été vos enjeux et avantages face à votre développement à l'étranger et pensez-vous que ça a été une bonne idée ou une mauvaise décision? Et pour Madame Boutoutal, c'est en tant que jeune entrepreneuse, quels sont vos projets pour l'avenir et quels conseils pouvez-vous donner aux jeunes d'aujourd'hui? Merci. Bonjour, mesdames. Je vous remercie de me donner la parole. J'aimerais savoir, lorsque vous venez rentrer, avez-vous un retour à l'investissement pour un bénéfice ou dans le cas contraire, combien de temps ça a pris pour vous d'avoir un bénéfice? Merci. J'ai dit, avez-vous un retour à l'investissement lorsque vous êtes lancé?
On va protéger un peu. Une question assez simple. Quel a été le déclic qui vous a fait vous rendre compte que l'entrepreneuriat, c'est vraiment la voie qui est belle pour vous, particulièrement dans le niveau de la. Alors, je vais vous laisser prendre la parole. Il y a eu une dernière question. Je m'adresse à mademoiselle. Je voulais savoir comment vous avez attiré l'attention du consommateur vers vos produits. Alors, j'espère que vous avez pris des notes. Il y a eu quand même un bon nombre de questions. Est-ce qu'on pourrait avoir le silence dans la salle, s'il vous plaît? Alors, je vais répondre rapidement à la dame qui demandait comment je fais pour gérer les différentes entreprises. Alors, c'est le time management. Il faut surtout éviter la procrastination. OK? Il y a un jour pour Blitz, il y a un jour pour délai, il y a un jour pour poser le retour, il y a un jour pour Heinz Closet, c'est 2 fois par an. Donc, ça, c'est quelque chose que je n'ai pas à faire tous les jours. Par contre, ce que je dois faire tous les jours, c'est Blitz. Alors, le matin jusqu'à midi, il y a des cosmétiques. De midi jusqu'à 19h, jusqu'à 16h plutôt, c'est Heinz Closet. De 16h jusqu'à 19h, c'est l'heure de mes enfants. Quand ils quittent l'école, on fait les devoirs. À partir de 19h, on mange, ils vont au lit. À 20h, c'est Grills Bamako jusqu'à à peu près 1h, 2h du matin. Alors, il faut se dire qu'à cette heure-là, c'est ce que je fais. À cette heure-là, c'est ce que je fais. Et surtout, ne pas mélanger l'argent. L'argent de notre business, ce n'est pas notre argent de poche. Ce n'est pas l'argent qu'on doit juste prendre pour bouffer. Et il ne faut pas mélanger. Si vous avez 2, 3 entreprises, il ne faut pas mélanger. Tu ne peux pas prendre l'argent de Grills pour mettre dans Yellow ou pour mettre dans Heinz Closet. Tu vas te perdre dans ta comptabilité. OK? Alors, je pense avoir répondu à la question. Tu as demandé comment je fais pour gérer toutes ces entreprises. Voilà ce qu'on fait. Surtout dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas oublier qu'il ne faut jamais attendre demain pour faire quelque chose. Par exemple, à partir de midi, j'ai un événement au but, je dois faire un buffet. Mais hier, j'étais sur place jusqu'à 2h du matin parce que je devais faire ma mise en place. En cas où je devais être en retard en quittant ici pour ne pas être en retard sur leur buffet de déjeuner. Donc, j'ai dû faire ce travail-là. Si j'attendais aujourd'hui et je n'ai que 1h30 avant midi, je quitte ici à 10h20. Je ne sais pas s'il y aura des embouteillages pour arriver là-bas. Si je dois faire la mise en place, il prend environ 2-3 heures de temps. Avec la nourriture, est-ce qu'on allait s'en sortir? Voilà. Donc, ce qu'on peut faire aujourd'hui dans l'entrepreneuriat, il ne faut pas attendre demain pour le faire. Parce que tous les jours, on se réveille avec quelque chose de voilà. Le social, l'humanitaire, pour moi, ça vient avant tout. Tout ce que j'ai à faire, quand il y a un cas social, quand il y a de l'humanitaire, je laisse tomber tout, je vais faire ça d'abord. Parce qu'on est d'abord humain avant d'être quoi que ce soit. Tout le monde est humanitaire à sa manière. Donc, je suis d'abord humain.
Donc là, le plus important pour moi, peu importe ce qui se passe, s'il y a l'humanitaire, je fais l'humanitaire d'abord, le reste vient après. Madame Ferrara, on voit que le management du temps prend énormément d'importance dans l'entrepreneuriat. Maintenant, à vous, Madame Traoré, pour la réponse des questions. Alors, on m'avait demandé comment gérer les crises. On m'avait demandé à savoir comment est-ce qu'on a géré les crises humanitaires et est-ce qu'on était encore prêt pour une autre crise du genre. Honnêtement, jusqu'à aujourd'hui, je ne sais pas comment j'ai fait. Et je ne peux pas vous répondre. Je sais quand même ce que je faisais, mais pourquoi et comment ça a marché, je ne saurais te le dire. Je sais quand même qu'on a été très persévérant dans la communication. Donc, quand on est revenu et qu'on a ouvert le bureau après 4 mois de recession, en ce moment, je faisais beaucoup de communication, de bouche à oreille. Je prenais moi-même ma voiture, je passais d'école à école, j'essayais de discuter avec les élèves, j'essayais de partir dans les services publics pour voir les parents. Je prenais le téléphone de ma mère, je prenais tous ses contacts, j'appelais tous mes tontons, tous mes tantis. Je faisais pareil avec mon papa, je prenais son téléphone, je prenais les numéros, j'envoyais les messages. Donc, si vous avez un enfant, une fille, un garçon qui veut aller, donc je sais quand même que j'ai beaucoup misé sur la communication en ce moment, parce que franchement, il n'y avait pas grand-chose à faire, il n'y avait pas d'activité, tout était à l'arrêt. Mais comment ça a marché, franchement, je ne saurais te le dire. Je sais quand même qu'après, les gens ont commencé à venir progressivement. Et voilà, c'était surtout de la résilience, on va dire, et de la persévérance. Maintenant, est-ce qu'on est prêt à accueillir une autre crise de ce genre? Je dirais que oui, parce que la période Covid m'a permis de revoir ma gestion financière. Comme elle vient de le dire, je ne dissociais pas réellement ma poche de la poche de l'entreprise. Donc, je me levais, j'avais peut-être 5 millions, 6 millions de bénéfices à côté. Madame voulait se lever, elle veut aller à Paris pour les vacances, elle revient, on recommence à zéro. Donc, je ne gérais pas réellement et j'étais toute petite aussi. J'ai commencé mon entreprise à 22 ans. Et donc, je me disais que voilà, je veux juste voyager, profiter de la belle vie. Je ne voyais pas réellement le côté épargne qu'on devait faire. Mais aujourd'hui, franchement, tout a changé. C'est vrai que je dépense un peu plus souvent, mais j'ai quand même fixé un salaire que je prends moi-même. Donc, je mets mon salaire à côté. J'ai aussi mes ristournes et mes dividendes que je garde à côté. Donc, si j'ai envie de voyager ou faire des choses, je puise dans cela. Mais l'argent de l'entreprise reste toujours là et on a suffisamment de ressources pour pouvoir gérer les crises qui peuvent en découler. Les plus grands obstacles, deuxième question, qu'on a eu à l'international avec nos partenaires à l'étranger, notamment les universités. Je dirais que, par exemple, après, ici, aujourd'hui, je dois aller dans une autre rencontre avec le ministère de l'Enseignement supérieur pour des étudiants qui sont allés dans un pays, qui sont venus. Et maintenant, l'État doit leur donner l'équivalence de leur diplôme au Mali. Donc, vous savez que tout ce qui est administration au Mali, ça ne bouge pas. Personne ne fait réellement ce qu'il est censé faire. Et malheureusement, les personnes qui doivent faire changer les choses, on les désintéressés face à l'administration publique parce qu'on se dit que ce n'est pas un environnement qui est forcément ça. Donc, quand les étudiants partent et qu'ils reviennent, donc souvent, il y a des va-et-vient ici et là pour faire reconnaître leur diplôme parce que certainement, ils sont les premiers à partir dans ce pays et venir avec cette université. Donc, il faut faire répertorier l'université sur la liste des universités reconnues au Mali. Donc, souvent, c'est les procédures. Mais en dehors de cela, de par mes démarches avec les universités, même à l'étranger, je n'ai pas eu réellement de problème parce que déjà, la langue, c'est super important. Je parle 6 langues et ça fait que je suis facilement, j'ai le contact facile avec les universités. Et donc, quand j'approche les universités, la conversation se passe très, très bien et je me déplace moi-même, je pars sur place, on fait les partenariats officiels. Donc, on n'a pas eu réellement de problème face à cela. La troisième question, les avantages et enjeux en créant les filiales, est-ce que c'était une bonne idée ou est-ce que je trouve que ce n'était pas une bonne idée? Les filiales nous ont beaucoup boosté parce que ça nous a permis de créer une marque internationale. Donc, au-delà d'être Only Successway Mali, on est un groupe qui est représenté dans plusieurs pays de l'Afrique de l'Ouest et c'était d'ailleurs ça notre vision, être une référence dans le domaine du placement universitaire en Afrique
notamment l'Afrique de l'Ouest. Donc, quand on avait créé ici, faudra aussi savoir que ce soit au Mali ou en Côte d'Ivoire ou les autres pays, on a un peu les mêmes réalités, surtout les questions de confiance au service. Donc, quand on parle de placement universitaire dans beaucoup de pays, certains se font arnaquer, ils donnent de l'argent à des entreprises qui sont fictives, ou bien qui leur promet, voilà, ton visa, tu n'auras pas de problème, ton admission, tu n'auras pas de problème. Et après, tu te retrouves avec des rejets, ce qui est là. Et ça fait que les gens n'ont pas réellement confiance à ces différentes entreprises-là. Donc, quand on est venu, ce qu'on a mis en avant, c'est surtout la transparence dans le domaine, en expliquant qu'il y a des facteurs qui sont indépendants de notre volonté. Donc, souvent, ton admission, tu peux avoir des problèmes. Ton admission peut être rejetée. Si ça arrive, c'est pas la fin du monde, on relance. Ton visa, tu peux avoir des problèmes. Si ça arrive, on relance. Donc, en étant très, très transparent, ça fait que les autres personnes aussi qui sont dans d'autres pays, à travers les réseaux sociaux, c'est très facile, surtout TikTok, tu as des personnes qui sont au bout du monde et qui nous contactent. Donc, les gens voyaient qu'ils voulaient vraiment passer par une entreprise qui était sérieuse et transparente en tout cas. Et c'est comme ça que j'ai pu avoir d'autres partenaires, d'autres personnes là-bas qui voulaient nous représenter. Mais pour les filiales, j'ai 2 filiales qui sont représentées par des connaissances à moi. Donc, à Ouagadougou, c'est une amie avec laquelle j'ai étudié en Turquie. Et à Abidjan aussi, c'est une personne que j'ai rencontrée. Donc, ils sont les directrices des filiales et moi, je suis toujours la directrice de. Donc, on va dire que c'était quand même un avantage qui a permis à la marque d'être connue un peu partout. La dernière question qui était le retour sur investissement sur les projets. Pour ma part, oui, on a tout de suite eu des retours sur investissement et compte tenu du fait qu'on n'avait pas réellement beaucoup de charges au départ. Donc, c'est pourquoi je disais de minimiser vraiment les charges. Quand vous commencez à aller de la manière la plus simple possible, ça vous permettra d'optimiser les revenus que vous engendrez. Donc, à notre niveau, on n'avait pas réellement de coût de fonctionnement. J'avais une assistante. Progressivement, on augmentait les charges. Progressivement, on a des personnes qui travaillent avec nous. Donc, aujourd'hui, on a quand même beaucoup de charges. On dépense beaucoup d'argent par mois pour les frais de fonctionnement. Mais en même temps, on a quand même beaucoup de clients. On part à 250 étudiants par an. Donc, ça fait que la rentabilité est nettement là. Alors, pour répondre à vos questions, je vais commencer par la 3e question. Je pense que je vais vous formuler la question. Donc, la 2e question, pardon. Je pense qu'il voulait dire comment m'est venue l'idée d'entreprendre, enfin de créer Couronne, en fait. Comme elle l'a dit au début, Couronne est venue, en fait, à travers une maladie. Il faut savoir que moi, je souffre d'un trouble du comportement qu'on appelle la trichotillomanie, qui est un trouble qui me pousse à l'arrachage compulsif de mes cheveux. Ça a commencé, je pense, en 2016. Donc, au début, moi, je ne savais pas du tout ce que j'avais. Alors, j'étais là, dans le déni, je me disais, non, c'est un truc qui va passer, mais ça persistait, jusqu'à ce que mes parents s'en rendent compte. Donc, ça a commencé avec ma mère. Elle, au début, elle ne comprenait pas aussi comme moi, donc elle me disait tout le temps, non, tu vas être placé, quoi ça, qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? Au début, même, elle pensait que je coupais mes cheveux avec un ciseau, parce que je lui demandais tout le temps, oui, moi, je vais me garçonner les cheveux et tout, et elle refusait. Donc, elle pensait que je coupais mes cheveux avec des ciseaux, et tout le temps, elle me grondait et tout, alors que ce n'était pas du tout ça. Et un jour, je me rappelle, elle est rentrée dans ma chambre et tout, et elle a trouvé des cheveux par terre, par-ci, par-là. Elle a dit, mais qu'est-ce que tu fais avec tes cheveux? C'est quoi ça? Je ne peux plus jamais voir ça. Elle m'a bien grondée. Et à partir de ce jour-là, j'avais très peur qu'elle découvre que je veux m'arracher les cheveux. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois que je veux m'arracher les cheveux, j'allais sur Internet, sur YouTube, sur Safari, je cherchais des solutions miracles en fait, pour faire pousser les cheveux. Vu que les parties que j'arrachais, forcément, ça faisait des trous dans mes cheveux. Donc, je voulais chercher une potion magique carrément pour faire pousser les parties, pour que ma mère ne le découvre pas, parce qu'après, il y avait des répercussions. Donc, c'est à travers ça qu'est née vraiment ma passion pour les cheveux afro. Donc, j'ai commencé vraiment à apprendre tout ce qui est porosité, type de cheveux, comment est-ce qu'on devait prendre soin de nos cheveux. Et comme tous les jours, j'étais dans ce truc-là, la passion, elle est venue, en fait. Et donc, j'ai commencé à faire des DIY à la maison, faire des petits soins à la maison. Au début, je les faisais sur mes cheveux. Bon, ça marchait, mais vu que en parallèle, je m'arrachais les cheveux, donc forcément, moi, je n'avais pas des résultats conséquents. Mais on avait une nounou qui avait aussi sa fille, donc je faisais beaucoup de soins sur ses cheveux. Même la nounou, elle-même n'était pas épargnée. Au début, ma mère,
Quand elle me voyait faire ça, elle me disait non, tu gaspilles trop de trucs, elle ne comprenait pas. Mais arrivé à un certain temps, elle a commencé à accepter que je fasse des soins sur ses cheveux à elle aussi. Et donc, elle a commencé à avoir des résultats. J'ai réussi à lui faire arrêter le défrisage. Et maintenant, elle a ses cheveux afro et c'est moi qui fais ses soins. Donc, quand elle a vu que ça marchait, ma soeur aussi, elle a commencé à rentrer dedans. Ça a commencé avec les cousines tout le temps. On m'appelait, oui, j'ai tel problème, qu'est-ce que je dois faire? Donc, je donnais des conseils par-ci et par-là. Et un jour, ma mère, elle m'a dit, tu sais quoi, je pense que tu es capable de créer une marque de produits capillaires. Parce que moi, je vois des gens sur les réseaux sociaux, des Béninois, des Camerounaises qui créent leur marque de produits capillaires. Et ça se vend, hein. Et moi, je me disais, non, c'est pas trop mon truc et tout. Mais au fur et à mesure du temps, j'ai commencé à m'adhérer au truc et donc j'ai eu l'idée de créer pour. Maintenant, au début, pour répondre à une question, je pense que j'ai eu de M. Dambélé, il m'a posé la question qu'est-ce qui m'a poussé à entreprendre? Il faut savoir que moi, je viens d'une famille très commerçante en fait. C'est-à-dire ma mère c'est une commerçante, ma grand-mère était une commerçante, mon homonyme c'est une commerçante, sa jumelle c'est une commerçante, j'ai des grandes sœurs commerçantes, mes petites sœurs même commencent à entreprendre. Donc ça veut dire que depuis que j'étais, je pense, au collège, ma mère elle fait tout le temps des allers-retours entre la Chine et le Mali. Donc ça veut dire elle me ramenait des petits trucs pour moi. Mais comme vous savez, elle, comme elle vend, elle part dans des villes où on peut prendre que des produits en gros. Donc, ça veut dire que tu ne peux pas acheter, par exemple, un gloss à limiter, tu es obligé de prendre le paquet de 12. Donc, quand elle allait dans ces endroits, elle nous achetait des petits des gloss, des crayons, des parfums, des barrettes, etc. Donc, elle était obligée de prendre des paquets de 12 à chaque fois. Et quand elle ramenait à la maison, elle nous donnait. Et moi, bah, comme on est juste deux, ma soeur, elle prend, moi, j'en prends, il en reste et je décide d'amener à l'école. Au début, je distribuais à mes copines. Mais arrivé à un certain moment, je me disais, est-ce que je ne peux pas faire un petit commerce avec ça? Chose qui était même légale à l'école, parce que ce n'était pas autorisé à l'école. Mais je me cachais pour faire. Je disais, oui, oui, on va faire la cantine. Chaque jour, vous avez 100 francs. Et quand ça arrive à 5 000, je vous paie les pâtes et tout. J'ai commencé à rentrer dans les trucs comme ça. Et franchement, moi, j'aimais bien. Je gagnais pas mal de sous aussi avec, je me permettais d'acheter des petits trucs à l'époque. Donc, c'est comme ça que vraiment, moi, j'ai été initiée à la vente. Lorsque je suis arrivée au lycée, j'ai commencé avec le personnage shopping. Ça a commencé par moi-même. Je faisais tout le temps des commandes pour moi sur Chine, sur Fashion Nova, PLC, etc. Et donc, les personnes dans mon lycée me demandaient tout le temps comment tu fais, comment tu fais, comment tu fais. Et à force d'expliquer, je me suis dit, ok, vous voulez que je vous prenne de l'argent, il n'y a pas de souci. Donc, j'ai commencé avec le personnage shopping. Et donc, j'ai fait ça, je pense, pendant 3 ans. Parce que moi, j'ai commencé à entreprendre très jeune. Je pense que j'ai commencé, j'avais 14 ou 15 ans. Aujourd'hui, j'ai 20 ans. Donc, j'ai commencé avec ça, j'ai fait 3 ans avec ça. Et suite à un problème, j'ai dû arrêter. Et quand j'ai arrêté, vu que je ne voulais pas rester là sans rien faire, parce que j'étais très habituée à cette autonomie financière-là. Donc, je ne voulais pas rester sans rien faire. J'ai fait, je pense, 3 mois, je ne faisais rien. Et en ce moment, je réfléchissais beaucoup sur quel nouveau projet je pourrais rebondir, etc. Et donc, j'ai repensé à l'idée de ma mère de créer une marque de produits capillaires. Il faut savoir qu'en même temps, j'avais déjà essayé, mais comme je n'avais pas assez de formation, je n'étais pas assez expérimentée, il y avait certains trucs sur lesquels je n'étais pas informée, donc ça avait échoué. Du coup, j'ai repensé au projet, j'ai fait des formations en tricologie, en cosmétique, j'ai fait des formations en entrepreneuriat, en éducation financière. Et donc, j'ai pu créer ma marque de produits capillaires le 3 décembre 2024. Maintenant, la question, si j'ai des projets pour la marque, et quels conseils je pourrais donner aux jeunes? Bien évidemment que oui. Comme tout projet, comme toute entreprise, on a des projets pour l'avenir, on a des visions très claires. Comme je vous l'ai dit, la marque a seulement 1 année. Et alhamdoulilah, en 1 an, on a fait pas mal de choses. On a participé à pas mal de ventes privées. Il y a eu pas mal de changements, d'innovations, comme vous avez pu le voir dernièrement. Donc, dans nos projets, franchement, nous avons l'ouverture de salons dédiés aux soins capillaires, vraiment pour accompagner les femmes, surtout à accepter leurs cheveux, à en prendre soin, des petits ateliers, par exemple, qu'on pourrait faire avec les enfants pour les aider. Pour les aider à accepter leurs cheveux, à prendre soin de leurs cheveux, etc. Parce que je pense que pas mal d'entre nous, on est passé par cette étape de défrisage, etc. parce qu'on ne savait pas comment prendre soin de nos cheveux. On avait du mal à les accepter. Donc, ça nous a poussé à faire des pratiques comme ça. Donc, moi, je pense qu'avec des ateliers d'accompagnement, ça pourrait aider vraiment nos petites sœurs
à grandir avec cette, comment dire, cette culture de prendre soin de leurs cheveux, accepter, voilà, assumer leur. Alors, je pense qu'on va clôturer. J'avais une dernière réponse à donner, si on devait faire court. Je pense elle avait dit ça avec la première question. C'était quel conseil j'ai à donner aux jeunes. Donc aujourd'hui, je pense qu'il y a pas mal de personnes ici dans cette salle qui sont mes petites sœurs, mes petits frères. Et moi, le conseil que j'ai à vous donner, franchement, c'est d'être droit dans tout ce que vous faites. Vous n'êtes pas obligé d'entreprendre. L'entrepreneuriat, je sais qu'avec ces dernières années, tout le monde veut entreprendre. C'est un peu la tendance en ce moment. Mais si vous sentez que l'entrepreneuriat, ça ne vous parle pas, ça ne vous dit rien, c'est tout à fait normal. Tout le monde n'est pas obligé de suivre le même chemin. Mais néanmoins, si vous ne voulez pas entreprendre, soyez droit dans vos études. Prenez vos études très, très au sérieux parce que c'est très important d'étudier. Ça permettra à votre construction professionnelle dans l'avenir. Et ceux qui veulent entreprendre, pour moi, l'entrepreneuriat, c'est vraiment un métier. Je pense qu'on n'en parle pas assez. L'entrepreneuriat, c'est un métier, c'est quelque chose dans laquelle il faut se former. Vous devez avoir plusieurs formations, vous devez arrêter pas les formations. Franchement, je pense que c'est pas partie des choses qui pourront vous aider vraiment dans l'avenir. Voilà. Donc, je pense que je vais clôturer. Merci beaucoup pour votre question. Merci beaucoup, Madame Zidane. Merci d'ailleurs à trois magnifiques intervenantes, Madame Fatoumata Kamara, Madame Fatoumata Traoré et Madame Zidane, qui nous ont montré que l'entrepreneuriat apparaît aujourd'hui comme une solution durable pour les jeunes. Il suffit juste d'avoir la volonté et le courage. C'est vrai que c'est compliqué par moments à cause des difficultés du contexte économique ou social, mais qu'avec de la volonté, de la détermination, l'entrepreneuriat devient une véritable opportunité pour les jeunes futurs. Merci beaucoup à tous d'être venus et d'avoir été à notre événement. Merci pour de la présence. Thank you.